15, eh bien c'est maintenant, puisque l'on arrive dans quelques instants au pied du podio avec deux hommes en tête. Daniel Oss en compagnie de Geraint Thomas. Ils sont sortis tout à l'heure dans la descente de la Cipressa. Et voilà, ils vont quitter la route dans quelques instants, partir sur la droite pour aller chercher le podio. Le coureur de l'équipe BMC, Daniel Oss, en compagnie du Britannique Geraint Thomas, ils n'ont pas de questions à se poser. On a vu ces deux équipes tout à l'heure présentes, bien représentées aux avant-postes du peloton, avant même d'arriver sur la Cipressa. Et on a, en tout cas en ce qui concerne l'équipe Sky, le leader qui est aux avant-postes. Lui, il sait qu'il n'a aucune chance de s'imposer si tout cela se termine au sprint. En cas de sprint, il y a une autre carte, j'imagine qu'il est encore présent au sein du peloton, c'est Ben Swift qui peut éventuellement faire office de sprinter. Mais chez Sky, on a privilégié quand même la carte de Geraint Thomas. Ouais, c'est une carte mineure chez les sprinters. Ben Swift, il est évident que le leader sur cette course, c'est Thomas. Donc on a deux équipes là qui sont présentes à l'avant et qui ont deux tactiques différentes. Puisque chez Sky, on va quand même essentiellement miser sur Thomas. On espère qu'il sera capable de tenir et d'aller jusqu'au bout. Alors que chez BMC, on a la carte Greg Van Avermaet derrière. Et Oss, c'est plus là pour préparer le terrain. Et si jamais Greg Van Avermaet sort du peloton comme il l'a déjà fait tout à l'heure, il peut trouver un relais en la personne de Daniel Oss devant. Voilà, on va tourner à droite pour aller chercher le podio. C'est fait maintenant en ce qui concerne les deux hommes de tête. Et vous avez peut-être aperçu derrière, quand on vous disait qu'il y avait une véritable guerre de placement pour les sprinteurs, eh bien vous avez peut-être vu sur cette vue aérienne précédente, on va les retrouver dans un instant, voilà les coureurs, eh bien que les trains de sprinteurs, ou en tout cas les principales équipes qui veulent jouer les premiers rôles dans le podio, les sprinteurs qui tiennent à aborder cette côte bien placée parce qu'ils savent qu'ils vont reculer ensuite, et puis ceux qui veulent éventuellement tenter quelque chose dans le podio doivent absolument l'aborder en bonne position. Ouais, on a vu le petit coup d'épaule de Stibar là qui ne s'est pas laissé impressionner comme un coureur essayer de passer. Là il faut vraiment jouer des épaules et des coudes pour garder sa place. On a vu que la route était très étroite. On dit qu'on freine dans les premiers lacets du podio tant l'allure est vive quand on aborde cette dernière difficulté. Et l'écart se resserre considérablement. On a vu que c'était les Katusha, donc les équipiers de Christophe qui menaient la chasse à l'avant du peloton. Voilà, on voit Luca Paolini, son lieutenant numéro 1, qui est là et qui a pris les choses en main. Paolini avec Christophe qui est là. On a vu que Greipel, qui était bien placé, est maintenant placé à l'arrière de ce peloton, alors qu'il était tout à l'heure très bien placé. Greipel a reculé d'un seul coup. Oui, là il est vraiment au bout du peloton, en queue de peloton. Ça va être difficile pour lui quand même de remonter tout ça. Je ne pense pas qu'il réussira à remonter dans l'ascension du Poggio. Donc il lui reste la descente et les 2 km de plat qui sont derrière. Ça fait un peu juste quand même. Et cette guerre de placement dont je parlais tout à l'heure, qui a provoqué une énorme accélération du peloton et une entrée dans le Poggio à toute vitesse, eh bien, a eu une incidence considérable sur l'écart, puisque vous le voyez, les deux hommes de tête n'ont plus que 6-7 secondes d'avance sur leur poursuivant, alors qu'ils avaient quelques kilomètres avant d'aborder le Poggio. Ils avaient encore jusqu'à pratiquement 30 secondes d'avance. Et c'est Paolini qui est en tête toujours, qui fait un travail assez considérable. On voit Tim Wellens là derrière aussi, le maillot de la Lotto Soudal. Et le rythme reste de toute façon très élevé pour l'instant dans l'ascension du Poggio, où l'on n'a pas encore assisté à la moindre attaque, avec Greipel qui est en dernière position et le champion d'Allemagne qui risque bien de se faire distancer dans les prochains mètres. Les punchers ont l'habitude d'attaquer à un endroit assez précis quand même dans l'ascension du Poggio, mais on n'y est pas encore au niveau des desserts. En tout cas, en ce qui concerne la tête de la course, on ne va pas tarder à y arriver avec Geraint Thomas ici qui est en train de lâcher son compagnon d'échappée, Daniel Oss, qui vous le voyez, n'a pas pu tenir le rythme de Geraint Thomas. Regardez, on vous disait qu'on freine parfois dans les virages les plus serrés du Poggio. Eh bien, c'est peut-être ce qu'a fait Geraint Thomas. Il n'a pas freiné, en tout cas, il est vraiment passé à la limite de ce qu'il est possible de faire dans des virages aussi serrés. Et là, on va arriver justement, vous allez voir, on va retourner ensuite vers la gauche, on va arriver au niveau des serres. Et c'est précisément
à cet endroit, bien que souvent on a vu dans le passé des coureurs capables de faire les différences, c'est-à-dire d'attaquer. Voilà, on n'y est pas encore et on remarque quand même que le vent est assez présent et ça c'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui veulent attaquer justement à cet endroit si favorable. Geraint Thomas va buter face à ce vent qui gêne sa progression et qui peut favoriser bien sûr les poursuivants. Voilà, c'est le bon endroit en tout cas ici. On a vu à de nombreuses reprises, je vous parlais tout à l'heure d'Eddy Merckx qui avait l'habitude d'attaquer dans le Poggio. Eh bien on y est là, mais malheureusement pour l'instant on n'a pas vu la moindre attaque. Il faut dire que le peloton roule très très vite, alors que Geraint Thomas qui était tout à l'heure seulement 7 secondes devant le peloton, en lâchant Daniel Oss, eh bien, a repris un petit peu de chance. Ce sont toujours les coureurs de la formation Katusha qui sont aux avant-postes. Ouais, ça temporise un peu, là on le voit bien en tête de peloton. En général c'est le moment que choisissent certains pour tenter un contre. Voilà les serres dont je vous parlais sur la droite. Alors est-ce que l'on va assister à une attaque ? Parce que là, dans ce peloton, il est clair que l'on a des punchers qui n'ont absolument rien à gagner en cas d'arrivée au sprint sur la Via Roma. Ils doivent se dévoiler maintenant. Ah oui, c'est maintenant, là, le dernier kilomètre ou le dernier kilomètre et demi de la montée du Poggio, c'est là qu'il faut y aller, ou sinon c'est fini pour eux, c'en est fini de leur chance. Mais Paolini est quand même assez impressionnant. Et c'est lui, d'une certaine façon, qui décourage toute velléité. Van Avermaet, on voit sur la gauche là qui va à son tour. Voilà, Van Avermaet, Stybar qui est dans sa roue. Suivi par un coureur de l'Androni Giocattoli, je crois. Est-ce que ça va être suffisant pour lâcher les adversaires? J'ai pas l'impression, puisqu'on le voit, tout le monde a pu suivre. C'est pas une attaque très franche, mais tout simplement parce que l'allure est quand même déjà extrêmement rapide. On voit Vincenzo Nibali à la limite de la rupture à l'arrière de ce peloton. Van Avermaet a quand même fait un petit trou. Hein. Il a réussi à distancer la tête du peloton. Alors que pour Nibali, là c'est terminé. Il est en compagnie de Greipel. On voit Peter Sagan. Fellini là qui emmène Sagan justement dans sa roue. Et c'est Matthews, je crois, qui est là déjà. Hein. Matthews qui est quand même dans les sprinteurs celui qui est capable d'encaisser le plus les montées courtes et sèches. Alors, 4 échelons. Le premier, Geraint Thomas, poursuivi par Greg Van Avermaet. Lui-même poursuivi par un trio dans lequel on retrouve Matthews, Sagan et Fellini. Et le virage de la cabine sommet, téléphonique. Le sommet du Poggio. Et là, il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas d'écart entre tous ces coureurs. On sait qu'il y ait quand même... Il n'y a pas besoin de 30 secondes au sommet du Poggio pour aller chercher la victoire. Mais là, il n'y a pas d'écart. Donc, le peloton peut rentrer, ce qu'il en reste, peut rentrer. Bien sûr, des sprinteurs sont mal placés, très mal placés. Mais l'important est de rester au contact. On a vu que le groupe Nibali-Greipel n'était pas tout à fait au contact quand même de ce qu'il reste de ce peloton. Mais ils sont vraiment pas loin derrière. C'est un peu loin pour Greipel, là, quand même. Il va falloir vraiment prendre beaucoup de risques dans la descente pour revenir sur les sprinteurs qui sont mieux placés, qui sont devant lui. Il ne reste, vous le voyez, à peine 5 km. Thomas sait déjà qu'à ce moment de la course qu'il a échoué. Il sait, lui le leader de la Sky, qu'il n'avait aucune autre chance que de passer le sommet du Poggio avec au moins une vingtaine de secondes d'avance sur ses poursuivants. Au bas de la descente, à l'endroit où la route rejoint la route principale qui longe la côte, on est à un peu plus de 2 km de l'arrivée. 2 km 3, 2 km 4. Donc 2 km 3, 2 km 4 de plat, de léger faux plat descendant. C'est très court, c'est très rapide pour les sprinteurs. Là, il faut vraiment être bien placé au bas de la descente. Alors on a vu une chute là terrible, un coureur de la BMC, je crois, qui a fait un tout droit. C'est vous dire si les coureurs prennent tous les risques dans cette descente. Je pense que c'est Philippe Gilbert qui est tombé. Et Kwiatkowski également, le champion du monde.
qui était sur le bas-côté. Allez, on revient ici sur la tête de la course. Van Avermaet a pris la tête. Devant Geraint Thomas. En troisième position, Peter Sagan. Juste derrière lui, Matthews. Lobato, j'imagine, ensuite. Effectivement, on nous indique que Philippe Gilbert a été victime de cette chute. Ah oui, grosse chute. Vous voyez, sur le parapet également, le champion du monde, heureusement pour lui qu'il Kwiatkowski. y avait des protections à cet endroit-là parce qu'il a fait un tout droit, il est rentré violemment dans le mur ou dans la rambarde. Énorme colère de Gerald Ciolek. Furieux évidemment, imaginez, il a fait 300 km pratiquement, toutes les difficultés ont été passées, il a une pointe de vitesse redoutable, Gerald Ciolek, qui lui a permis déjà de s'illustrer dans le passé sur Milan-San Remo. Et là, eh bien oui, c'était en 2013, devant d'ailleurs Peter Sagan. Et là, il doit laisser Peter Sagan, mais aussi Greg Van Avermaet et les autres s'envoler vers la Via Roma. Le champion du monde également. Bon, pour lui, peut-être moins de regrets d'une certaine façon parce que ce n'est pas un sprinter et qu'il savait également qu'en ayant franchi avec autant de monde le sommet du Poggio, il lui aurait été quand même difficile de s'imposer. Il y a toujours un Cancellara qui est capable au bas de la descente de surprendre tout le monde et en kilomètre-heure peut-être de tenir en respect un peloton de sprinteurs, mais des coureurs comme ça, de cet acabit, on n'en compte pratiquement qu'un seul par génération. À part Peter Sagan peut-être qui est capable de le faire, je ne vois pas d'autres coureurs qui puissent l'imiter dans cette façon de faire, dans cette façon de s'imposer à San Remo. Et bien voilà, Van Avermaet est maintenant repris avec toujours Geraint Thomas en première position. Regardez, Peter Sagan est dans sa roue, Matthews juste derrière. Sagan qui se retourne, qu'est-ce qu'il va faire Sagan? Attention, faut pas le laisser partir Sagan. Non, il n'y va pas. On voit bien qu'il se relâche là. Il a sans doute été tenté et puis finalement il a renoncé. À tort peut-être parce que c'était quand même la dernière chance là pour les coureurs de son profil de battre les sprinteurs. Oui, et puis il a vu derrière qu'il y a Geraint Thomas, mais on a encore quand même d'autres coureurs de la formation Sky. Et on a quoi là? On a 30 coureurs à peu près qui vont se disputer le sprint à l'arrivée. 30 coureurs pour aller chercher une victoire sur la Via Roma. Alors là on a des sprinteurs qui sont isolés, on a des sprinteurs qui ont encore un coéquipier, parfois même peut-être deux. Là on voit bien Christophe qui est calé dans la roue de son coéquipier, qui est peut-être Paolini. Voilà. On a Tony Galopin qui est venu se replacer juste devant Cancellara. On a Degenkolb. Bon, là, on voit Boissonhagen qui a fait un petit écart. On a aperçu Tom Dumoulin à gauche là, qui accompagnait Degenkolb, qui a dû lui servir de poisson pilote dans la descente. Et on a Rinaldo Nocentini pour la formation AG2R La Mondiale à l'arrière de ce peloton. Attention, le sprint. Personne ne va faire digression, j'ai l'impression, puisque l'on est maintenant sous la flamme rouge. Là, c'est fini. On va assister à un sprint massif. Alors que c'est Paolini qui a pris les choses en main et qui emmène son leader. Imaginez un peu Paolini qui a déjà fait la montée du Poggio quasiment intégralement pour éviter toute tentative d'attaque en roulant tambour battant. Bien là, il est encore là pour emmener Alexander Kristoff dans ce sprint. On voit la grande carcasse de Cancellara là, qui est juste derrière mais qui n'a pas osé sortir du peloton cette fois. Allez, Kristoff qui pour l'instant est dans la roue encore de son équipier. Le sprint n'a pas été lancé. Juste derrière Christophe, Bonifacio, on a Tony Galopin qui est là, on a deux coureurs d'ailleurs de la formation Lotto Soudal qui sont présents pour ce sprint. Attention, ça va, le dernier virage et l'on a maintenant Christophe qui lance ce sprint. Alexander Kristoff va-t-il réaliser le doublé? Va-t-il pouvoir comme l'année précédente s'imposer sur le Longomarais ici sur la Via Roma? Et regardez Degenkolb qui est en train de remonter, Degenkolb qui va réussir à dépasser Christophe et qui remporte finalement la formidable édition que l'on vient de vivre ici à San Remo, et Degenkolb donc qui a réussi non seulement à déborder dans ce sprint Alexander Kristoff, mais qui a repoussé l'assaut de Matthews, de Boigny que l'on voit ici. Nasser Boigny qui est sûrement le meilleur français à l'arrivée puisque Tony Galopin était un petit peu plus loin dans ce sprint. Et on a l'impression que Kristoff s'est fait battre à sa propre tactique. Il s'est fait lancer par Paolini. Et quand Paolini s'est écarté, on était encore assez loin de la ligne, mais il n'avait plus d'autre choix que d'y aller parce que
il pouvait regarder autour de lui, il est seul devant, les autres sont sagement calés dans sa roue et attendent. Et regardez à l'intérieur, on a De Genkolb qui remonte, je ne vais pas dire tranquillement parce que ça roule très vite, mais il aborde quand même ce sprint pas très bien placé. On l'a vu d'abord remonter à droite sous la flamme rouge, là maintenant il est à gauche, il est aux côtés de Matthews, il va faire l'effort et il va déborder Bonifacio de l'équipe Lampre, et ensuite dans un dernier temps il va déborder Christophe. Sagan se décale sur la gauche, c'est trop tard, Matthews pour lui aussi, c'est terminé, ces deux-là seront battus. De Genkolb va s'imposer. Voilà, De Genkolb qui franchit la ligne en vainqueur devant Christophe, Matthews, Sagan, Bonifacio et Buemi. Allez, De Genkolb ici en lauréat qui est tout simplement à l'orée d'une saison absolument incroyable. De Genkolb, on le sait, dans cette équipe Giant, les sprinteurs sont particulièrement coupés.